Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps, dominé à nouveau par l'Iran ce matin et Donald Trump qui menace de 25% de droits de douane supplémentaires, tout pays faisant affaire avec Téhéran. Dernier coup d'éclat d'une politique américaine de l'intimidation tous azimuts, difficilement lisible. On retient aussi les derniers chiffres de la répression du mouvement de révolte, plus de 600 morts, 10 000 arrestations, un massacre à huis clos, les réseaux étant coupés par le régime. Un régime qui, se faisant, a pour objectif que le monde ne sache pas ce qu'il se passe précisément en Iran. Alors faisons notre travail ce matin dans Parlons-en et tentons de détourner cette censure, car les quelques vidéos, les quelques informations qui nous parviennent d'Iran et souvent envoyées au péril de leur vie par les Iraniens, nous permettent toutefois de dresser le portrait de cette révolte et surtout de l'endroit de l'histoire où se trouve la République islamique. Iran, la révolte bientôt brisée. Question posée ce matin à mes invités, Mariam Pirzadeh, Anne Savinel-Bara, Anne Corpé et Kevan Gafaïti. Bonjour à tous les quatre, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Mariam Pirzadeh. Bonjour Pauline. Vous êtes ici chez vous, ancienne correspondante de France 24 à Téhéran, rédactrice en chef à France 24. Bonjour Anne Savinel-Bara. Bonjour. Présidente d'Amnesty International France. Anne Corpé, vous êtes aussi chez vous, ici, chroniqueuse internationale à France 24. Et nous sommes en ligne avec Kevan Gafaïti. Bonjour. Bonjour, je ne vous entends pas. Vous ne m'entendez pas, alors j'espère qu'on va vous recontacter pour rétablir la liaison. Vous êtes chercheur en relations internationales, enseignant à Sciences Po, et votre témoignage est d'autant plus important que vous rentrez tout juste d'Iran. Vous êtes rentré de Téhéran il y a quelques heures et vous allez nous raconter dans un instant ce que vous avez vu et entendu. D'abord quelques chiffres, 648 morts, 10 000 arrestations en 17 jours. Donc voilà le dernier bilan de la répression du mouvement de révolte donné par l'ONG Iran Human Rights, qui est basé à Oslo. Travail très difficile, Mariam Pirzadeh, que celui de compiler ces chiffres dans ce pays où les autorités organisent un blackout quasi total depuis plusieurs jours. Bien qu'on ait réussi de ci, de là, ces dernières heures, à avoir quelques communications avec Téhéran, qu'est-ce qu'on sait de la façon dont ces ONG travaillent et parviennent à compiler ces chiffres ? Alors effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est un travail très fastidieux. Elles arrivent à établir des contacts avec des personnes qui ont des connexions Internet via Starlink. Donc c'est un travail de fourmi qui commence, puisqu'on parle de milliers de morts, notamment des sources sur place, que les chiffres seraient en deçà de la réalité iranienne. Et donc il y a des visages qui commencent à émerger de cette répression, avec des journalistes ici, en exil, qui ont des contacts sur place et qui arrivent à recouper leurs informations, à corroborer ces faits et donc à redonner un visage à ces personnes, à ces victimes de la répression de la République islamique. Il y a aussi des témoignages extrêmement horrifiques de médecins à Téhéran qui expliquent que les manifestants reçoivent des balles sur le visage, donc ils sont méconnaissables. Et donc il y a un travail aussi d'identification pour les proches, pour venir reconnaître leur enfant, leurs frères, leurs sœurs. Et c'est vrai que hier, j'ai eu accès à une vidéo de 2 personnes blessées à la tête, des images insoutenables, où ça rend difficile la reconnaissance par leurs proches de ces victimes. Et les premières vidéos des photos aussi qui arrivent à sortir. Et une photo qui m'a bouleversée, j'aimerais en parler ce matin, d'une sœur qui est allongée sur le corps d'une fille qui est allongée sur le corps de sa sœur, qui vient d'être tuée. À ça s'ajoute le cynisme du régime qui demande de l'argent aux proches de ces manifestants tués pour récupérer le corps, et certains corps même, et c'est ce qui va compliquer l'identification des victimes, c'est que certains corps sont enterrés à la hâte. Il y a des familles qui n'arrivent pas à récupérer le corps de leurs proches pour les enterrer et leur donner des obsèques décentes, et on pourrait découvrir des charniers à un moment donné quand ce régime sera parti. Amnesty, Anne Savinel-Bara, qui a aussi documenté le fait que le régime contraint des familles de la répression à apparaître dans les médias officiels pour attribuer les décès de leurs proches à des accidents.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est une pratique qui est connue. Le régime iranien fait ça depuis longtemps. Ces aveux qui sont extorqués au terme d'un chantage. Donc là, en l'occurrence, on a pu avoir des témoignages de jeunes filles, de mineures, 14, 16 ans, qui sont contraintes devant à faire des aveux sous la contrainte pour évoquer notamment le fait que ce ne sont pas que les morts ne sont pas causés par les autorités, mais sont causés par les manifestants eux-mêmes. Enfin, on cherche véritablement à déformer la réalité. Ce que les équipes d'Amnesty peuvent documenter depuis 17 jours maintenant que cette révolte a commencé, c'est un massacre à huis clos. J'évoquais ces chiffres. Alors, Mariam, grâce à vous, on identifie sur l'antenne de France 24 et on est très vigilant des ONG qui sont jugées fiables. 648 morts selon Iran Human Rights qui est basé à Oslo. Selon Amnesty, c'est bien plus que ça? Alors, pas de chiffres aujourd'hui encore, parce que pas possible justement de les donner avec certitude. Donc, on est probablement dans les chiffres qui sont donnés par les autres organisations non gouvernementales. Pour nous, ce sont des centaines de morts, des centaines d'arrestations, des centaines aussi de disparitions. Il ne faut pas oublier aussi cette question qui est particulièrement importante. Des personnes disparaissent, sont enlevées, sans que les familles puissent savoir exactement ce qu'il est advenu. Donc, avec derrière ces arrestations, d'énormes risques de torture et de mauvais traitements, puisque l'on connaît bien les pratiques habituelles des autorités de ce régime. Ce qui attend, Mariam, les manifestations qui sont arrêtées, c'est pour certains la peine de mort? Oui, et notamment le cas d'un jeune homme qui a déjà été condamné à mort, puisque le procureur général de Téhéran a promis des procès rapides, et que ces manifestants qu'il présente donc comme des terroristes, à la solde, je cite le narratif du régime d'Israël ou des États-Unis, seront condamnés pour moharébé. Moharébé, c'est une sorte de tiroir juridique de l'arsenal judiciaire iranien pour condamner à mort les opposants politiques. N'oublions pas et rappelons ce chiffre qu'il y a eu 1400 exécutions juste en un an l'année dernière, 86% d'augmentation selon l'ONU. Donc à ces arrestations, il va se succéder les premières exécutions. Effectivement, donc le bilan va être très lourd. Est-ce qu'on a des informations, Anne-Savine El-Barra, sur l'arsenal d'armes déployé par les gardiens notamment pour réprimer ces manifestants? On a parlé de tirs à balles réelles, on a parlé de chars aussi dans les rues de Téhéran. Alors, dans les témoignages que nous avons pu récolter et authentifier donc avant le blackout, nous avions déjà donc des preuves en fait que les autorités utilisaient des fusils de chasse, des fusils à pompe avec des munitions métalliques, donc qui sont extrêmement destructrices. On imagine quand elles sont envoyées en plein visage ce qu'elles peuvent causer. On a par ailleurs authentifié aussi des photos de personnes blessées, donc les visages véritablement abîmés avec des résidus métalliques. Donc on sait que les armes sont des armes extrêmement puissantes qui sont bien entendu interdites dans le droit international lors du maintien de l'ordre dans des manifestations. Ce sont des armes de guerre en fait. Les rares vidéos qui arrivent à émerger, ce sont des scènes de guerre qu'on voit. En fait, les autorités iraniennes ont déclaré la guerre à leur population. Et on a rétabli la liaison avec Kevan Gafaïti. Je vous salue à nouveau. Merci beaucoup de prendre part à cette discussion à distance. Je dis à distance, vous n'êtes pas très loin des studios de France 24. Vous venez tout juste de rentrer en France car vous étiez en Iran dans le cadre de votre travail. Vous êtes chercheur en relations internationales, enseignant à Sciences Po. Vous étiez à Téhéran quand cette révolte a émergé il y a 15 jours maintenant. Témoin essentiel puisqu'effectivement, on le rappelle, on ne peut plus depuis jeudi dernier avoir de communication directe avec l'Iran. Qu'avez-vous vu? Est-ce que vous avez vu, comme on vient de le dire sur ce plateau, un régime en guerre contre sa propre population? Bonjour, merci pour votre invitation. Je tiens juste à souligner que c'était un voyage qui, dans un premier temps, était à titre personnel pour voir ma famille et pas sur le plan professionnel en tant que tel. Et on a tous été dans un tourbillon par rapport à des événements qui arrivaient de manière d'abord assez subreptice, comme vous l'avez dit. En réalité, ça n'a pas commencé jeudi dernier, mais depuis au moins 2 semaines, avec d'abord la fermeture du bazar de Téhéran, donc le poumon économique du pays, pour manifester de la part des commerçants leur très grand mécontentement quant à l'effondrement de la monnaie nationale qui est l'ottoman, le rial, mais en pratique c'est l'ottoman qui est utilisé, qui s'est complètement effondré. Je peux vous dire que lorsque je suis arrivé à Téhéran, donc le 23 décembre 2025, 1 euro équivalait à environ 150 000 ottomans.
Et maintenant, je n'ai pas revu les derniers chiffres, c'est, me semble-t-il, quasiment 1 euro pour 175 000 tomates. Vous avez une monnaie qui perd plusieurs pourcents de sa valeur du jour au lendemain et parfois d'heure en heure. Donc vous avez d'abord une gronde économique qui s'est maintenant mue en un mouvement absolument généralisé. Je peux vous confirmer qu'effectivement, ça a été quelque chose de massif. Jeudi, je n'ai pas participé aux manifestations en tant que telles, même d'ailleurs complètement. Maintenant, je peux vous dire que jeudi à 19h15, lorsque à 20h était prévu le grand rassemblement, à 19h15, j'étais dans la rue et les rues étaient noires de monde. Il faut savoir que Téhéran est une ville particulièrement peuplée, entre 10 à 15 millions selon le découpage administratif et local que l'on en fait. Mais là, les rues, même sur le standard téhéranais, donc standard iranien, étaient pleines de monde. Et à partir de là, très vite, vous avez une contestation qui a grondé d'une part. Je pense qu'il y a eu une sorte de stupéfaction, d'appréhension de l'appareil sécuritaire qui n'a réagi très fortement, pas que dès le premier soir, mais je dirais à partir de vendredi. Par rapport à ce qu'ont dit les différentes intervenantes en plateau, je vous confirme que jeudi, vous voyez déjà de très lourds dispositifs de police, armés, en moto. Vous aviez des escadres de 20 motos avec un deuxième policier derrière qui était avec des flashballs. Alors ensuite, moi, on m'a montré quelques jours après les billes de flashball, mais elles sont dures comme de l'acier, en fait, donc évidemment particulièrement dangereuses. Et à partir du lendemain, je peux vous dire que même lorsque vous êtes cloîtré chez vous, ce qui était mon cas, vous entendiez des éclats de tir qui n'étaient pas des éclats de billes en plastique de flashball. Donc par rapport à ce qui a été dit avant, je suis pas du tout un expert en balistique pour différencier un fusil à pompe d'une Kalachnikov ou d'une autre type d'armement, mais je peux vous confirmer qu'effectivement, ça ne semblait pas être du flashball. Oui, vous avez entendu les sons de cette répression à défaut de la voir physiquement. Alors vous avez été le témoin de ce blackout général que la République islamique a instauré sur ce pays depuis jeudi dernier. Et bien sûr, donc après 10 jours de révolte, vous disiez il y a quelques heures dans un autre témoignage que le blackout était tel que d'un quartier à un autre de Téhéran, sans parler du reste du pays, on ne savait pas ce qu'il se passait, c'est ça ? Alors, c'est exactement ça. Pour revenir juste très rapidement sur ce que vous avez dit, sur le témoignage matériel, si j'ai pu le constater, puisque chaque soir, vous avez évidemment toute l'effusion des événements populaires. Et lorsque vous allez dans la rue le lendemain matin, en fait, vous avez deux Téhéran. La nuit, un Téhéran qui est en ébullition, comme vous le montrez actuellement, et pendant la journée, un Téhéran qui est léthargique. Tout est fermé, tout est au ralenti, parce que vous avez des bâtiments, des commerces qui ont été malheureusement saccagés. Vous avez ensuite des commerces qui sont fermés, grilles fermées par peur ou par solidarité par rapport aux événements. Vous avez ensuite beaucoup de bâtiments publics qui étaient vandalisés, brûlés, détruits. Littéralement, vous aviez beaucoup de banques qui étaient détruites. Moi, alors j'habite à Téhéran, donc dans un quartier assez tranquille vers la périphérie est, mais pourtant la mosquée du quartier a été brûlée. Or, vous le savez, la mosquée, c'est le symbole religieux par excellence, mais aussi politique en République islamique d'Iran, l'un étant indissociable de l'autre. Donc vous avez absolument des dégâts matériels, humains, particulièrement lourds. Et ensuite vient, par rapport à une matérialité des faits, une destruction, des saccages de mosquées, différents discours par rapport à ce même événement. Vous avez des personnes qui vont dire, mais en fait, ce sont les manifestants, voilà exactement ce que vous montrez, les manifestants qui font ça. Et ensuite, vous avez d'autres personnes qui vont dire, mais en réalité, il s'agirait d'une opération sous faux drapeau qui est déguisée pour justement accuser les manifestants. Vous avez même un troisième narratif qui serait de dire comment vous avez des éléments extérieurs à l'Iran qui arrivent à opérer sur le sol iranien. Et là, on peut parler explicitement des choses. Beaucoup de doigts se tournent vers Tel Aviv, vers Israël, sans que ça semble complètement sorti de son chapeau. Si on se rappelle de la guerre des 12 jours, le 13 juin 2025, entre l'Iran et Israël, on a pu voir comment Tsahal, l'armée israélienne, avait réussi à activer des éléments israéliens, mais aussi iraniens, sur le sol iranien même directement. Donc ce n'est pas nécessairement quelque chose qui me semble abracadabrantesque. Et maintenant, par rapport à l'aspect technique Internet, je peux vous dire très précisément, jeudi soir, vers 21h30, 21h45 heure locale, c'est là où vous avez eu
un shutdown complet, un blackout complet, vous entrez dans le noir. Au début, je pensais que c'était ma carte téléphonique qui était dysfonctionnelle. Le lendemain, j'ai compris qu'en fait, c'était tout le pays qui était absolument bloqué. Ça pose énormément de problèmes pour travailler, je vous en parlais un peu plus tôt, pour vivre au quotidien et aussi tout simplement même, dans mon cas personnel, pour aussi quitter le pays puisque beaucoup de liaisons aériennes sont annulées. De manière arbitraire, unilatérale et sans prévention, puisque comment pouvez-vous être prévenu puisque vous n'avez pas Internet pour savoir que votre billet a été annulé. Alors comment ça a été mon cas? Eh bien tout simplement parce qu'il y a certaines mailles du filet qui arrivent à être traversées avec, on entend beaucoup parler du système Starlink, donc vous avez en fait des cartes SIM téléphoniques que vous pouvez acheter à prix coûtant pour avoir un accès à Internet qui ne dépend pas du réseau national mais directement du réseau satellitaire Starlink. Donc c'est très très cher, mais vous pouvez parfois arriver à contourner cela. Et tout simplement, il faut voir qu'on m'a fait comprendre que à la périphérie territoriale du pays, périphérie géographique, par exemple tout au nord, il y avait certaines zones où à certains moments, l'Internet passait encore un petit peu. Il n'y avait pas un blocage complètement étanche. Et à partir de là, on a réussi à m'informer, etc. Donc vous voyez comment vous avez un quotidien qui n'est absolument plus quotidien, qui est complètement désastreux. Kevin Gafaiti, vous restez avec nous. Anne Savine-Albara, vous vouliez intervenir? Oui, on parle effectivement d'autres régions. Monsieur vient de parler du Nord, on peut parler aussi de l'Ouest. C'est important aussi, je pense, de préciser qu'il n'y a pas qu'à Téhéran, il n'y a pas que dans les grandes villes que les gens se mobilisent. Ils se mobilisent aussi dans les petites villes. Et donc, notamment dans les territoires kurdes, les territoires du Lorestan ou de l'Ilam, où on a depuis le début des manifestations vraiment importantes, avec une répression d'autant plus forte qu'elle est moins couverte aussi, en tout cas avant le blackout, qu'elle était moins couverte aussi médiatiquement. On a des témoignages extrêmement forts de personnes victimes des tirs des autorités, et on a aussi des témoignages de raids dans les habitations, de raids dans les hôpitaux, y compris de tirs à balles réelles dans les hôpitaux. C'est important aussi d'évoquer ces questions-là, parce que dès qu'on sort de Téhéran, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. C'est pas vrai. Il y a 27 régions sur 31 qui aujourd'hui sont entrées en manifestation, en révolte. Là-dessus, Mariam Pirdanet. Oui, sur les hôpitaux, Ilam, pourquoi ils se sont mobilisés aussi à Ilam? Parce qu'ils ont lancé des gaz lacrymogènes dans les hôpitaux. Là, les informations qui parviennent, c'est qu'ils rentrent, tous les hôpitaux pratiquement sont passés sous le contrôle de l'appareil sécuritaire iranien. Ils rentrent dans les hôpitaux pour aller chercher les manifestants blessés, pour ceux qui doivent être soignés. Un manifestant quelqu'un qui a été blessé lors d'une manifestation, qui se rend dans un hôpital pour être soigné, risque sa vie, puisque l'hôpital n'est absolument pas sûr. Et c'est exactement ce qui s'était passé en 2022. Moi, j'avais des récits de personnes qui avaient dû aller dans 4 hôpitaux différents et finalement, sa famille était venue le chercher et l'avait soigné à la maison puisque c'était devenu trop dangereux. Donc, un hôpital aujourd'hui en Iran est aussi dangereux que n'importe quel endroit. Et on a eu des témoignages aussi de médecins qui étaient empêchés d'aller au chevet de personnes blessées qui elles-mêmes, effectivement, parce que vous venez de le rappeler, n'osaient pas aller à l'hôpital. Kevin Gafaiti, est-ce que les Iraniens, du fait de ce blackout quasi généralisé, bien que je disais, il y a eu quelques communications ces dernières heures, ont conscience, savent à quel point leur révolte est relayée dans le monde entier? Oui et non. La première chose que je pourrais dire, déjà, je rejoins absolument les interventions qui viennent d'être faites. Vous avez une rupture informationnelle. Alors, on parlait de différentes villes dans le nord-ouest, dans le sud, par rapport aux Kurdes, etc. Vous ne savez pas ce qui se passe 3 rues plus loin, puisque vous n'avez pas accès à Internet. Cet outil ne vous sert à rien en réalité à ce moment-là. Cependant, j'ai vu comment, à partir de samedi dernier, le réseau téléphonique marchait. Donc vous pouvez ensuite appeler dans le réseau national téléphonique des personnes. C'est comme ça qu'ensuite les personnes peuvent potentiellement prendre des nouvelles, s'organiser, etc. Donc il faut vraiment voir que vous naviguez à vue par rapport à cette situation. Et je peux aussi complètement vous affirmer que j'en ai appris énormément sur ces dernières heures où depuis 17h30 heure locale, j'étais à l'aéroport international de Doha, au Qatar, et j'avais finalement accès à Internet pour voir les images que vous montrez, que je ne voyais absolument pas. Vous avez
en état léthargique la journée et en état d'ébullition la nuit, et vous avancez vraiment à vue. Le fait d'être sur place, vous ne savez pas exactement ce qui se passe à côté avec détail. Et c'est pour ça que vous avez, les différents médias ont pu montrer des images de chambres mortuaires avec énormément de personnes mortes, gravement blessées. Je n'étais pas au courant de cela parce que moi, lorsque je me rendais dans les rues ensuite régulièrement chaque matin, je ne voyais pas de cadavres. Voilà, typiquement ça, je l'ai découvert en fait en arrivant seulement avec Internet, parce que lorsque vous arrivez dans la rue, évidemment, vous n'avez pas de cadavres qui jonchent le sol, vous avez les stigmates matériels dont je vous parlais, mais les stigmates humains ne sont absolument pas apparents. Donc, j'ai pris conscience de ce qui se passait peut-être 3-4 rues plus loin, ou à l'inverse, à l'autre bout du pays, par rapport seulement à ce que j'ai pu voir à Internet. Donc, vous voyez l'enjeu informationnel. Et une petite incise sur l'aspect national complet. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit par une intervenante à ce sujet-là. Et si on peut rajouter ensuite des dynamiques propres régionales, a été évoqué le cas du Kurdistan. Il faut se rappeler que Mahsa Amini, qui avait été à l'origine de très grands soulèvements en 2022-2023, était une Iranienne mais ethnique kurde, et donc le Kurdistan était d'autant plus en ébullition à ce stade-là. Il faut aussi voir que du côté du sud-est, vous avez la région du Sistan-Baloutchistan qui est frontalier avec le Pakistan et qui est déjà très difficilement tenable parce que vous avez un très fort particularisme religieux sunnite ethnique, et donc vous voyez, par rapport à un contexte national sécuritaire qui est extrêmement dégradé, vous avez ensuite des particularismes régionaux qui rendent certaines zones du territoire hors de Téhéran, parce que c'est très important de souligner, ce n'est pas qu'à Téhéran. Hors de Téhéran, vous avez des zones qui sont d'autant plus sujets à ébullition. Si les Iraniens, Mariam Pierzadeh, ne voient pas, bien sûr, leur propre mobilisation relayée en Iran de par ce blackout, en revanche, ce qu'ils sont amenés à voir, ou en tout cas ce que diffuse la télévision d'État, ce sont les rassemblements, notamment hier. Alors ce n'étaient pas les premiers, mais là, il y avait beaucoup de monde, rassemblements organisés par le régime de soutien. Est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui le niveau de soutien et de défiance qu'il existe en Iran face à la République islamique? Alors, vous avez totalement raison, Pauline, sur le fait que c'est aussi une guerre informationnelle. Aujourd'hui, le narratif est totalement contrôlé par le régime via la télévision d'État qui, en boucle, diffuse des images de saccages, de mosquées, de banques, en faisant... J'ai entendu le mot quand même de terror. Donc, il les présente comme des terroristes qui ont commis des actes qui sont comparables à ceux commis par Daesh. Daesh, comme dans n'importe quel pays dans le monde, ça fait évidemment peur aux Iraniens. Ils présentent ces personnes qui n'arrivent plus à manger pour la plupart, qui sont dans la rue, comme des ennemis de l'Iran. Donc ce narratif est totalement contrôlé. Les Iraniens aujourd'hui, comme le dit très bien Kevin Gafaiti, ils n'ont accès que à la télévision d'État. Alors que personne ne regarde la télévision d'État en Iran. Tout le monde est branché sur les chaînes d'opposition, sur les satellites. C'est comme ça que les Iraniens s'informent, puisque la télévision d'État, ce n'est uniquement que de la propagande. Hier, je voyais même un journaliste de la télévision d'État être dans un hélicoptère pour montrer ces foules immenses. Il apparaît en fait qu'il y ait des images qui auraient pu être modifiées par l'intelligence artificielle. N'oublions pas que, voilà, à la différence des autres mouvements, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a fait son entrée, donc c'est compliqué aussi, ça rend encore plus compliqué la vérification des images. Aujourd'hui, concrètement, estimer le soutien au régime iranien, ça reste compliqué. Selon les dernières estimations, en tout cas en 2022, on estimait que 20% à peine soutenaient encore le régime. Et 20% pourquoi? Parce qu'ils sont fonctionnaires, donc ils sont obligés de le soutenir. Il y a énormément de fonctionnaires en Iran, des milliers et des milliers de fonctionnaires, parce qu'ils profitent de ce système, de l'argent de la République islamique. Ils n'ont aucun intérêt à ce que ce régime s'effondre, et d'autres par idéologie. Il y a des personnes très pieuses, et c'est ça, en ça que c'est différent par rapport à Mahsa Amini ou Femmes, Vie, Liberté ou aux autres personnes. Moi, j'ai vu des personnes en tchador, des femmes en tchador qui montrent leur religiosité, donc voilà, en fait, en Iran, on voit le niveau de religiosité d'une personne à la manière dont elle est voilée. Et un tchador, en général, c'est quelqu'un qui soutient le régime, qui soutient la République islamique. Même ces personnes qui allaient voir les policiers et les insultaient d'hommes sans honneur parce qu'ils attaquaient leurs compatriotes. Donc on voit quand même que même au sein de ces soutiens
idéologique à ce régime, il y a des personnes qui sont contre cette répression et qui sont contre parce que cette population, elle est aussi touchée par les hausses des prix, elle est aussi touchée par une vie quotidienne qui est devenue quasi impossible. Et c'est en ça que c'est intéressant. Maintenant, il n'y a pas de statistiques officielles, mais je peux vous dire qu'une immense majorité aujourd'hui de la population iranienne ne veut plus de ce régime. Oui, c'est important ce que rappelle Mariam Pirzadeh et Ansavin El-Bara, c'est que les Iraniens qui manifestent depuis 17 jours ne peuvent pas se payer vraiment à manger, ont des difficultés d'accès à l'électricité, alors sans parler du réseau Internet, mais pour des raisons politiques. C'est une population qui est à genoux, en tout cas, qui vit dans des conditions matérielles déjà catastrophiques. D'ailleurs, Kevan Gafaiti le rappelait, c'est la raison de la colère initialement, mais ce sont des Iraniens qui souffrent. Oui, donc c'est bien effectivement la situation économique qui a mis, qui a occasionné les premières manifestations et qui a mis les personnes dans la rue. Mais il n'y a pas que cette question économique. Oui, il y a des familles qui ne mangent pas à leur faim. Oui, il y a des familles qui ne peuvent plus aujourd'hui se payer vraiment les moyens de subsistance les plus élémentaires. Et à ça vient s'ajouter ce climat liberticide dans lequel ils vivent depuis des années maintenant. Et donc ressurgit aussi à l'occasion de cette manifestation tout ce qui a pu se passer antérieurement, toutes les répressions qui ont pu avoir. Enfin, les cicatrices sont énormes quand on pense à ce qui s'est passé en 2022, effectivement, avec Femmes, Vie, Liberté, et encore dernièrement, des femmes arrêtées, des femmes malmenées, des femmes torturées, violées. On en a eu les preuves, on a pu démontrer qu'effectivement, des femmes capturées dans la rue parce que leur voile n'était pas bien mis, ont été torturées, violées par les forces de l'ordre lors de leur détention. Donc, on sait que ce peuple souffre depuis longtemps maintenant, et cette situation économique vient en fait mettre le feu aux poudres, si je puis dire, et tout revient parce qu'on est dans une répétition, vraiment une répétition de ce qui s'est passé antérieurement, avec des schémas répressifs aussi répétitifs. Et justement, j'aimerais bien qu'on vienne sur ce schéma répressif, effectivement, et ceux qui sont le bras armé de ce régime, qui ont juré fidélité à ce régime depuis la révolution de 1979, les gardiens de la révolution. Ils ne sont pas autonomes, ils sont censés obéir à celui qui est aujourd'hui le gardien, son titre m'échappe, le guide suprême, pardon, bien sûr. Clairement, l'assurance vie aujourd'hui du guide suprême Khamenei, c'est Noémie Roche qui nous raconte qui sont les gardiens de la révolution en Iran et quel rôle ils jouent dans la répression de cette révolte, et on en reparle juste après. On les appelle Pasdaran. Fondés en 1979 par l'ayatollah Khomeini, quelques mois après la révolution islamique, les gardiens de la révolution constituent une organisation militaire d'élite. Née de la méfiance du nouveau régime d'alors envers une armée régulière jugée trop liée à l'ancien pouvoir du Shah, les Pasdaran sont chargés du maintien de l'ordre. Leur mission, protéger le régime islamique et prévenir tout coup d'État, après avoir juré fidélité à la révolution et au guide suprême, aujourd'hui Ali Khamenei. Les gardiens de la révolution comptent environ 150 000 membres. Ils disposent de leurs propres forces terrestres, navales, aérospatiales et spatiales, une véritable armée parallèle. Les gardiens de la révolution contrôlent aussi des secteurs clés de l'économie iranienne. Pétrole, construction, télécommunications, agroalimentaire. Ils détiendraient jusqu'à 50% des richesses pétrolières du pays. Malgré sa puissance, l'institution a subi des pertes de figures majeures ces dernières années, comme le général Rassem Soleimani, chef des opérations extérieures, tué par une frappe américaine en 2020, ou Hossein Salami, éliminé par Israël en juin dernier. Kevan Gafaiti, pour que les gens qui ne sont pas familiers de la situation en Iran et surtout de la complexité de l'organigramme de la République islamique comprennent bien, il est inenvisageable que ces gardiens de la révolution, qui sont aussi une force politique, qui ont donné à l'Iran plusieurs présidents, renoncent au bout d'un moment à protéger jusqu'au bout ce régime. En politique, par définition, tout est possible. Parlons plutôt de probabilité. Est-ce un scénario qui est probable ? Sincèrement, je ne le crois pas. Votre reportage a été particulièrement clair et précis. Effectivement, vous avez
Pour faire simple, vous avez une structure, une architecture constitutionnelle bicéphale qui est juxtaposée. À l'image, vous voyez les Sepah et Pasdaran Inqilab Islami, le corps des gardiens de la révolution islamique. Donc, comme le nom l'indique, il ne protège pas l'État iranien, il protège la structure constitutionnelle de l'État iranien. Face à celle-ci, à côté de celle-ci et en pratique en dessous de celle-ci, vous avez ensuite une autre structure, à savoir l'Artesh, l'armée nationale, qui est normalement cantonnée à la défense du territoire national. Donc cette fois-ci, plutôt étatique, géographique. Il faut aussi voir, comme vous l'avez montré dans votre mini-reportage, comment les Pasdaran vont aussi agir à l'extérieur. Exactement sur l'information que vous donnez, il faut corriger cela. Les gardiens de la Révolution, en réalité, peuvent aussi s'appuyer sur les Basiji, qui sont des miliciens volontaires et qui vont avoir en réalité beaucoup plus que 150 000 membres dans leur rang. Donc en réalité, le corps des gardiens de la Révolution islamique, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, est absolument prépondérant par rapport à l'armée et donc porte absolument l'État iranien, mais la République islamique d'Iran en tant que telle. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et si je peux juste rajouter une phrase sur la dernière intervention de Myriam Pirzadeh, vis-à-vis de laquelle je suis absolument d'accord, sur l'enjeu informationnel, il y a vraiment une guerre des récits. Il m'a été confirmé que sur place, dans les chaînes câblées qui arrivaient à passer sur le sol iranien, il y avait aussi Iran International, qui est une chaîne américaine portée par les États-Unis, financée par les États-Unis, qui a son siège aux États-Unis, mais qui est persanophone. Et donc, comme vous le disiez, on peut justement voir comment vous avez différents rassemblements. En général, à 20h, c'était les manifestants. À 18h, c'était les contre-manifestants. Ensuite, d'autres moments passent à 18h. J'ai vu beaucoup de médias français, européens et nord-américains qui disaient comment les très grandes manifestations de soutien de l'État iranien étaient intervenues seulement hier, lundi. Ça, il faut le corriger. Je peux vous confirmer que dès samedi soir, j'entendais dans la rue très fortement aussi des slogans pour dire alors Mark Bar America, Mark Bar Israël, donc les slogans révolutionnaires assez classiques entre guillemets pour scander mort à l'Amérique, mort à Israël et ensuite surtout vive la République islamique. Donc vous avez très vite une guerre des narratifs, mais aussi une guerre des positions lorsque vous êtes dans la rue, en fait. Mariam, et puis on va en venir aux États-Unis précisément avec vous, Anne Corpé, je ne vous ai pas oublié. Pour dire les choses simplement, tant que les gardiens de la Révolution font leur travail, si j'ose dire, c'est-à-dire protègent la Révolution islamique, la rue ne peut pas gagner cette bataille? Vous savez, je veux dire quelque chose qui est terrible. Je pense que les Iraniens n'arriveront pas seuls à faire la révolution. Ils n'arriveront pas à renverser le régime. N'oublions pas, si on peut faire un parallèle, si on a une minute pour faire un parallèle sur la révolution islamique de 1979, il y a eu une agrégation des luttes, agrégation des courants, qui a fait que Khomeini est arrivé au pouvoir et a instauré cette première république islamique au monde. Parallèlement, le Shah d'Iran a été totalement lâché par les dirigeants de l'époque. Je pense à Jimmy Carter, à Margaret Thatcher, Valéry Giscard d'Estaing. Ça a été décidé lors d'un sommet à la Guadeloupe en 1978. Le Shah était malade, il voulait récupérer la main sur son pétrole. Ça n'arrangeait pas l'Occident. Et donc, ils se sont dit que finalement, Khomeini, qu'on présentait à l'époque quand même comme le Gandhi iranien, des intellectuels de gauche comme Foucault, Sartre ou Simone de Beauvoir le présentaient comme le Gandhi iranien. On allait prendre sa bonne parole sous le pommier à Neuf-le-Château, à la périphérie de Paris. Il est revenu avec un avion Air France. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs éléments qui ont permis cette révolution, qui ont permis ce changement de régime, qui était aussi un régime dictatorial. Aujourd'hui, je ne pense pas que toutes les conditions ne sont pas les mêmes, en tout cas d'un point de vue extérieur, à part Donald Trump qui menace d'attaquer l'Iran. Mais effectivement, pour répondre brièvement, les gardiens de la révolution, ils ne partiront pas d'Iran comme ça, ils ne vont pas lâcher un pouvoir qu'ils détiennent depuis 47 ans maintenant. Cette manne financière sur laquelle ils sont assis, c'est impossible qu'ils partent de leur plein gré. Après, les gardiens de la révolution, c'est un État dans l'État et ils ont la main sur toute l'économie de l'Iran. Plus on sanctionne l'Iran, moi j'entends quand des dirigeants qui disent voilà, il faut sanctionner l'Iran, mais ça ne sert à rien. Au contraire, ça enrichit les gardiens de la révolution. Et voilà, et c'est important de rappeler qu'ils ne protègent pas un homme en la personne de Khamenei aujourd'hui. Ils se protègent. Voilà. Vous savez, maintenant
concernant les gardiens de la Révolution, il y a une phrase très juste d'un analyste américain et qui est assez vraie. À l'époque de la Révolution islamique, il y avait 80% d'idéologues et 20% de charlatans. C'est ce qu'il disait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, ce système de gardiens de la Révolution, c'est des luttes internes pour des enrichissements personnels, l'appât du gain. Vous savez que les gardiens de la Révolution, les gens du régime, ont un taux de change préférentiel. C'est-à-dire que quand un Iranien comme Keyvan Gafaiti qui échange son dollar contre 140 000 toumans, eh bien, les gardiens de la Révolution ou les gens du régime vont l'échanger pour 2300, 3000 toumans. Ils achètent des biens de consommation et ils les revendent sur le marché noir à prix fort. Et c'est ce qui arrive notamment pour les médicaments. Il y a une rue à Téhéran où on vend des traitements de chimiothérapie sous le manteau, à des prix exorbitants. C'est ça l'Iran aujourd'hui, c'est ça la réalité des Iraniens. Et d'ailleurs, on a pour certains, en tout cas le grand public, a découvert à quel point une partie de l'argent des gardiens était au Venezuela, contre lequel on se souvient bien sûr d'interventions américaines il y a quelque temps. J'en viens à vous, Anne Corpé. En attendant une éventuelle intervention militaire américaine en Iran, et d'ailleurs, je vous poserai la question dans un instant, Keyvan Gafaiti, de ce qu'on en pense du côté de Téhéran. Alors, on devrait en savoir plus aujourd'hui. On a annoncé en grande pompe, d'ailleurs, encore une anomalie, une réunion d'état-major qui devrait présenter à Donald Trump les options militaires aujourd'hui pour éventuellement frapper l'Iran. Donald Trump a donc dégainé l'arme économique ces dernières heures avec cette menace de droits de douane de 25% avec des pays qui feraient encore affaire avec Téhéran. Je souffle, mais c'est vrai que la stratégie américaine, en tout cas le discours de Donald Trump depuis 17 jours maintenant, est difficilement lisible. Difficilement lisible pour nous et surtout aussi pour les autorités iraniennes qui ne savent plus si ils doivent se préparer à un affrontement militaire. Alors là-dessus, je pense qu'il faut écarter totalement l'idée d'une intervention au sol des Américains. D'abord, ça irait contre absolument les intérêts de Donald Trump. Sa base électorale y est farouchement opposée. Ensuite, le gros porte-avions qui était dans la région a été dérouté au large du Venezuela. Donc, quand on parle d'options militaires, il s'agit plutôt de frappes aériennes ciblées, comme il y a eu en juin dernier. Frappes sur quoi ? On ne le sait pas, ça pourrait être des sites nucléaires, des sites de lancement de missiles balistiques ou des QG des forces de sécurité qui mènent actuellement la répression. Il faut savoir que J.D. Vance, le vice-président, y est plutôt hostile, comme il était d'ailleurs déjà hostile en juin dernier aux frappes contre les infrastructures nucléaires. Il va y avoir effectivement cette réunion de l'état-major. En même temps, Donald Trump dit que les Iraniens sont toujours prêts à la discussion, à la négociation, et il brandit donc cette arme des droits de douane. Mais là encore, il y a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, sur quelle base légale ? Pour l'instant, on n'en sait rien. En plus, la Cour suprême des États-Unis doit se prononcer d'un moment à l'autre. Ça veut dire aujourd'hui, demain, après-demain, sur la légalité des droits de douane, puisque théoriquement, la politique fiscale est du ressort du Congrès et que Donald Trump a utilisé le décret présidentiel en s'appuyant sur une loi qui lui donne des pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale. Et c'est remis en cause, donc on ne sait pas si ces droits de douane vont pouvoir être appliqués. Il a parlé de mesures immédiates, mais il y a donc qui viseraient ces droits de douane les pays qui commercent avec l'Iran. Donc Russie, Chine. Il y a des dizaines de pays. Russie, Chine, Turquie, Émirats Arabes Unis, Inde, Brésil. La Chine a déjà réagi en disant qu'elle ne laisserait pas frapper ses intérêts commerciaux. En plus, Donald Trump, quand même, était dans l'apaisement avec Xi Jinping. Il faut rappeler qu'il va se rendre aux États-Unis en avril prochain. Il y a eu une trêve dans la guerre commerciale. S'il met ces mesures, ces nouveaux droits de douane sur les pays qui commercent avec l'Iran en vigueur, eh bien, ça rouvre un front commercial avec la Chine. C'est pas tout à fait dans son intérêt. Il y a beaucoup d'inconnus et c'est comme d'habitude une stratégie tous azimuts ouverte par le président américain et en face. Et parmi les éléments qu'on a du mal à comprendre, c'est que assez rapidement après le début des manifestations, donc qui sont parties du bazar de Téhéran contre la vie chère et qui ont pris peu à peu un tour anti-régime, Donald Trump a d'abord dit à la République islamique: vous arrêtez de tuer vos manifestants, sinon j'interviens.
quelques jours plus tard, là, en fin de semaine dernière, il s'est mis à dire on va négocier. Mais de quoi parle-t-il? Puisque, en fait, le discours a priori présenté comme de protection des manifestants, on est passé à négocier sur quoi? Sur le nucléaire? De quoi il parle, en fait? En fait, on ne sait pas. Et c'est pour ça que la République islamique en face est complètement déroutée, finalement, par cette politique de l'annonce permanente de Donald Trump. Alors, le nucléaire, après les frappes en juin dernier... Téhéran avait laissé entendre que peut-être, oui, il pourrait reprendre les négociations. Mais Donald Trump exige que l'Iran interrompe totalement l'enrichissement de l'uranium. Et ça, c'est inacceptable pour le régime de Téhéran qui veut pouvoir avoir accès au nucléaire civil. Négocier quoi? Le programme balistique iranien, là, ce sont les gardiens de la révolution qui vont voir d'un très mauvais œil la diplomatie iranienne aborder ce sujet, parce que pour les gardiens, ces missiles balistiques, c'est leur survie. C'est leur survie. Alors, négocier quoi d'autre? L'arrêt de la répression. Ça paraît difficile. La tête du guide, inenvisageable. On ne peut pas imaginer une tournure des événements comme au Venezuela, où les Américains débarquaient, essaieraient de négocier avec les personnes du régime la tête du guide. Enfin, c'est assez compliqué pour effectivement les tenants du régime de savoir sur quoi les Américains sont prêts à négocier. Keivan Gafaiti, précisément sur ce qui vient d'être dit, est-ce que de ce que vous avez entendu à Téhéran, on craint une intervention américaine, et si oui, sous quelle forme? Oui, je suis tout à fait d'accord avec les propos qu'a tenus Madame Corpel. Je trouve que l'analyse était particulièrement fine et avérée. Je la rejoins de nombreux points. Je vous confirme que c'est un vrai enjeu, c'est un vrai sujet. Dès vendredi, samedi, se diffusait très largement le mot, avec inquiétude, avec circonspection, d'une potentielle attaque américaine sur Téhéran, sur l'Iran, ou de manière très ciblée sur le guide suprême de la révolution de la République islamique, donc Ali Khamenei. Pour un tout petit peu rembobiner la bobine sur ce que disait Myriam Pielzadeh, je suis tout à fait d'accord avec elle sur... alors, je vais faire une prévision qui peut peut-être faire grincer des dents, mais je pèse mes mots. Je pense que c'est un mouvement qui va s'enliser et qui va ensuite s'essouffler, parce que c'est une gronde populaire, mais qui a énormément de mal à se condenser, à avoir un visage politique pour... justement faire bouger les lignes. Alors tout de suite, certains par réflexe pavlovien vont affirmer qu'il y aurait potentiellement Reza Pahlavi, donc le fils du dernier Shah d'Iran qui est à Washington actuellement. Et comme je le disais par le passé, c'est un personnage qui fait absolument pas du tout consensus. Voilà ce que vous montrez exactement à l'image. Il ne fait pas du tout consensus. Alors, on a certaines activistes en France qui le défendent bec et ongle, mais je peux vous affirmer que ce n'est absolument pas une alternative qui est crédible au sein de la population iranienne sur place. Maintenant, sur l'enjeu aussi d'une intervention américaine, extérieure en tant que telle, voilà, là je reprends complètement ma casquette d'enseignant en relations internationales. Je pense que ce serait un scénario catastrophe. Il me semble que c'était Schopenhauer qui disait que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Les États-Unis au Moyen-Orient particulièrement, on a pu voir qu'après 20 ans de guerre contre les talibans en Afghanistan, on a eu un retour des talibans avec ce Regime Change Operation. On a pu voir le résultat en Irak qui a amené justement Daesh. Vous parliez du fait que Trump avançait le motif d'intervenir pour défendre le peuple iranien, Operation Bringing Freedom, il me semble que c'était le nom de l'opération américaine en Irak, on a vu le résultat, et c'était surtout aussi le motif qui a été allégué par l'intervention qui est intervenue justement en Libye. Et regardons aujourd'hui la Libye qui est en état de quasi-sécession en deux parties. Et donc, est-ce que c'est un réel enjeu? Oui. Est-ce que la politique américaine de Trump vis-à-vis de l'Iran est lisible? Assurément pas. Je peux vous confirmer avoir des échanges réguliers avec des diplomates de différentes chancelleries ouest-européennes. Eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre, à savoir, et quelque chose qui est très intéressant, ils me disent que lorsqu'ils discutent avec leurs homologues américains, les propres diplomates américains n'arrivent pas
à savoir ce que va être la stratégie de la journée de Donald Trump avant que lui-même s'exprime. Et pas simplement sur le dossier iranien. Oui. Mais pour autant, le nom de Trump, on l'entend dans les slogans des manifestants. Certains manifestants. Oui, certains manifestants, il ne faut pas généraliser, mais effectivement, moi, les récits que j'avais, ce sont des récits que j'ai eus donc, il y a 4 jours, avant la coupure Internet, où certains manifestants ou d'opposants au régime me disaient que Trump, c'était une intervention américaine, pas israélienne. Américaine, c'était la seule solution pour se débarrasser du régime. Donc c'est quelque chose qui n'est plus tabou. N'oublions pas qu'il y a 6 mois, quasiment jour pour jour, l'Iran était en guerre contre Israël, et justement, ces bombardements sur l'Iran a rassemblé le peuple iranien, donc dans une unité pas du tout en faveur du régime, évidemment, parce qu'ils en ont voulu au régime, mais ils ont connu ces bombardements et cette guerre. Anne, et en même temps, une intervention américaine alimenterait la propagande du régime sur le fait que tout ce mouvement est né des interventions extérieures. Elle risquerait aussi d'être contre-productive. Et puis, encore une fois, sur le plan intérieur, en juin dernier, Donald Trump avait justifié auprès du Congrès son intervention, ses frappes sur les infrastructures nucléaires en évoquant la sécurité nationale américaine et celle d'Israël, l'allié des États-Unis. Aujourd'hui, ce sont des arguments qui ne peuvent plus être employés. Anne Savinel-Barrad, d'un mot pour conclure, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce que chez Amnesty, on pense des appels à la retenue tweetés par le patron de l'ONU, des dernières déclarations du président Macron En fait, Amnesty International, en tant qu'organisation de défense des droits humains, ne va ni soutenir ni dénoncer des intentions ou des projets ou des décisions politiques. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a un droit international qui régit les relations entre nos États. Et ce qui nous inquiète, en l'occurrence, dans la situation, c'est que nous avons un président américain qui s'affranchit totalement de ce droit international, qui s'affranchit totalement des instances internationales. Or, je pense que c'est bien chez elle que des décisions doivent être prises, qu'on ne peut intervenir en Iran que sur mandat international, et bien entendu, avec aussi en arrière-plan ce que veut la population iranienne. On n'oublie pas qu'en Iran, il y a 90 millions d'Iraniens, il y a 2 Français, Cécile Collère et Jacques Paris, qui ont été libérés en novembre dernier, mais qui sont toujours à l'ambassade de France à Téhéran. La retenue, selon certains, du président français explique peut-être expliqué par le cas de ces 2 anciens otages. Genre, un mot, Mariam. Un mot, bien sûr, la retenue, parce qu'on a 2 Français là-bas, peut-être d'autres détenus français, donc la retenue, elle peut s'expliquer effectivement comme ça, mais n'oublions pas que l'ambassade de France a évacué hier une partie de son personnel non essentiel. C'est la première ambassade qui fait ça, et ça dit quelque chose quand même de la situation du pays. Et on suivra aussi le procès de Madia Esforadi, cette étudiante iranienne arrêtée en France pour apologie du terrorisme, qui commence aujourd'hui et dont l'Iran veut l'échange contre la libération de Cécile Collère et Jacques Paris. Ce sera un autre dossier à suivre. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à cette discussion. Merci beaucoup Kevan Gafaïti d'être intervenu à distance. Anne Savinel-Barrad d'Amnesty, merci beaucoup. Mariam Pirzadeh et Anne Corpé, vous étiez ici chez vous. Une émission à revoir en replay, réécoutée en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure.